Bon, en fait, je suis ici Ok. plus ou moins. Je vais juste vous donner la parole, puis je vais prendre aussi quelques minutes pour indiquer qu'étant donné qu'on va avoir un très long parole au public, j'apprécierais beaucoup que vous ne dépassiez pas 5 à 10 minutes, maximum vraiment 10 minutes. OK. Je regarde, moi, s'il veut parler plus longtemps, je vais m'enlever pour ce CE-là, puis Moi je aussi. parlerai à un autre CE. Je pense qu'on a une personne ici qu'on est vraiment, vraiment, Mais qu'on aimerait Je vais vraiment me retirer de la écouter, liste. c'est... allez-y. Bon, je suis ici pour vous donner un genre de témoignage. Effectivement, je fais de la recherche depuis beaucoup d'années, depuis une trentaine d'années sur les ondes électromagnétiques. Actuellement, je donne un cours justement sur les ondes électromagnétiques et dans ma classe, il y a une étudiante électrosensible. Vous avez entendu parler des gens électrosensibles. Le cours alterne sur 2 sites, 2 endroits à McGill où on donne les cours alternativement. Il y a un endroit où cette personne électrosensible-là ne peut pas aller parce que l'irradiation électromagnétique est trop élevée. L'autre endroit, McGill, elle peut y aller. En d'autres termes, c'est tolérable pour elle. Donc, il y a des gens qui sont effectivement sensibles aux ondes électromagnétiques. J'en ai rencontré personnellement plusieurs. Donc, c'est une petite minorité, mais c'est une minorité qui existe. Et ce que ça me dit à moi, c'est que je dirais, les prétentions du gouvernement canadien à travers Santé Canada, qui dit que ces effets sur la santé-là ne sont pas possibles, c'est faux. Et je fais à l'hôpital Royal Victoria depuis une dizaine d'années des essais sur des... Je vais juste enlever les chaises parce que Je peux le faire facilement. Sur des cellules humaines. Et ce que j'observe, c'est qu'à des niveaux de champ minuscules, d'après Santé Canada, j'observe des changements importants dans ces cellules-là. Les cellules s'adaptent au cours du temps, mais des variations des champs incidents ramènent des perturbations. Donc, ce que ça dit, c'est que la base intellectuelle des standards de protection est fausse. Et je sais pourquoi elle était fausse, parce que j'étais délégué à des comités de l'Institut des ingénieurs en électronique et en électricité des États-Unis. À l'époque, je représentais Hydro-Québec, et j'ai vu comment ces critères de protection-là ont été développés. Ils ont été développés par des individus qui avaient peu de compétences en médecine et en biologie, mais qui étaient très enthousiastes vis-à-vis des développements techniques qui allaient être permis par les télécommunications, par exemple. Donc, dans leur enthousiasme, ils ont eu une forte tendance à croire que les données scientifiques qui leur venaient d'un peu partout, qui leur disaient que ces champs électromagnétiques-là pouvaient avoir un effet sur les humains, étaient fausses. C'est quoi les effets qu'on peut attendre d'un système Wi-Fi dans une école? Les vrais effets, c'est que la mémoire à court terme peut être affectée. L'attention peut être affectée. Et il peut y avoir également d'autres phénomènes neurologiques. Puis la raison pour laquelle ça s'adresse principalement au système nerveux, c'est que le système nerveux, comme vous le savez, dépend énormément de l'amener en oxygène. Vous savez que si on arrête de respirer pendant quelques minutes, on meurt parce que notre cerveau ne peut tolérer le manque d'oxygène. Ce que j'observe dans mon laboratoire, c'est que les ondes électromagnétiques sont capables d'interférer avec ce qu'on appelle le métabolisme d'oxydoréduction dans les mitochondries des cellules. Donc, ce genre de mécanisme-là, à mon avis, est dangereux à long terme. Et ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que, d'après les observations qui nous viennent du monde entier, c'est que, à court terme, dans les écoles, il se passe des choses qui sont anormales lorsque les étudiants sont exposés à ces champs-là. J'ai un passé en ingénierie.
J'ai été consultant, j'ai travaillé pour Hydro-Québec, l'Institut de recherche, j'ai été consultant pour Siemens, j'ai été consultant pour Northern Telecom. Donc, je sais ce qui est faisable techniquement. Et mon opinion, c'est que dans une circonstance comme celle-ci, lorsqu'il y a de bonnes solutions alternatives, comme par exemple de câbler l'Internet, c'est une solution qui est vraiment préférable parce qu'on ne risque pas d'être victime de tous ces effets-là qui sont de plus en plus documentés. Donc, ce qu'il faut mesurer, c'est que est-ce qu'on perd vraiment quelque chose si on câble l'Internet dans une école? On perd peut-être un petit ingrédient, je dirais, de practicalité parce qu'il faut effectivement faire clic sur un appareil, des choses comme ça. Et je pense personnellement que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je vous parle de quelques extraits de l'Académie américaine de médecine environnementale, ce qu'ils pensent du problème. Ils nous disent qu'ils recommandent l'utilisation des connexions Internet câblées. Ils nous disent que la radiation du Wi-Fi a été déclarée comme possiblement cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Ça s'est produit en 2011. Ils disent que, particulièrement pour les enfants, dont le cerveau est en développement, et je sais que c'est vrai parce que j'enseigne à chaque année la toxicologie relativement à la reproduction. Les systèmes en développement rapide, comme les enfants, sont plus vulnérables que les adultes. Donc, ils nous disent, faites attention aux expositions aux enfants, à toutes les applications sans fil. 4 heures d'exposition à un laptop standard est reconnu comme altérant le sperme chez les adultes. Et ça, c'est parce que, justement, le sperme dépend énormément de l'ATP, qui est une substance qui est altérée directement par les ondes électromagnétiques, d'après ce qu'on voit dans mon laboratoire. Ils nous disent également que les radiations micro-ondes devraient être éliminées près des enfants. Ils disent que dans une école, les enfants sont exposés pendant de longues heures, ce qui est à peu près inévitable. Ils disent que les signaux dans les écoles, typiquement, sont des douzaines de fois supérieurs que ce qui est utilisé dans les cafés et dans les restaurants. Apparemment pour des raisons techniques. Ils disent que d'installer ces systèmes dans votre école vous impose des risques substantiels de santé à l'intérieur de l'école. Ils disent que vous devriez être extrêmement prudent et substituer une alternative de connexion câblée. Ils disent finalement qu'ils vous implorent de ne pas prendre ce risque parce que la santé de tellement d'enfants est en jeu. Ça, c'est l'Académie américaine de santé environnementale. Naturellement, vous savez qu'à peu près la moitié du monde a des standards de radiation qui sont beaucoup plus sévères que ce qu'il y a dans ce que j'appelle le four à micro-ondes nord-américain. En d'autres termes, en URSS, en Chine, dans beaucoup de pays d'Europe, les standards sont environ 100 fois plus petits qu'ils ne sont ici. Et ce que fait l'industrie, c'est que avec ces systèmes de sans-fil, elle augmente toujours la dose. Donc, si vous commencez dans la voie du sans-fil, vous pouvez vous attendre à ce que les nouveaux modèles, les nouvelles générations, vous irradient encore plus. Et j'ai ici une lettre du Comité national russe sur la protection contre les radiations ionisantes. Et ce que ça dit, en résumé, c'est que le risque potentiel pour les enfants est extrêmement élevé. Comment est-ce que ça va se manifester? Probablement, c'est que, vous savez, même les baladeurs, on se met des écouteurs dans les oreilles et on écoute de la musique. On a déjà mesuré que des instruments aussi simples que ça étaient capables d'affecter la mémoire des utilisateurs. Donc,
Ces effets-là sont des effets qui existent à plusieurs fréquences différentes, qui ne sont pas évidemment palpables. Lorsque on a volé 15 points de quotient intellectuel à 10 millions d'enfants américains en les exposant au plomb parce qu'on en mettait dans notre gasoline, ce n'est pas une chose qui a été évidente pour personne. On s'en est rendu compte après. Les Romains se sont empoisonnés au plomb de la même manière. Les Romains savaient que quand on était exposé au plomb, c'était un problème pour le sang. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même la plus minuscule exposition au plomb affecte le quotient intellectuel des enfants. Et maintenant, aux États-Unis, il y a des poursuites de milliards de dollars reliés au plomb, parce qu'on dit toutes les entreprises qui ont vendu des peintures basées sur le plomb ou tout produit basé sur le plomb ont essentiellement rendu les enfants un peu moins intelligents. On peut câbler les ondes électromagnétiques, on peut avoir exactement les mêmes services. Est-ce qu'on veut prendre des risques de ce genre-là avec leur capacité intellectuelle? Ce n'est pas une chose nécessairement, probablement que ce qui va se produire comme scénario, il va y avoir un petit nombre d'étudiants ou de parents ou de professeurs qui vont devenir électrosensibles. Et ça, vous pouvez me croire, c'est loin d'être facile. Parce que souvent, ces gens-là qui sont électrosensibles à cause des champs électromagnétiques, bien qu'ils sont peu nombreux, sont également sensibles aux produits chimiques. Et souvent, ils doivent s'extraire de la société à cause de ça. Mais vraisemblablement, ce qui va vous arriver avec ce système Wi-Fi-là, c'est que les étudiants vont être un petit peu moins bons, mais sur toute l'école, est-ce que ça va vraiment paraître? C'est pas évident, ça. C'était pas évident pour les Romains, c'était pas évident pour les Américains, ce ne sera pas évident pour vous. Et votre gouvernement, c'est une machine, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, qui est enthousiaste vis-à-vis des déploiements techniques qui donnent beaucoup de revenus. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a loué le spectre électromagnétique et a empoché 2 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que dans la mentalité du gouvernement Harper, de favoriser les challenges sur la base de la santé à des industries qui sont aussi lucratives, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui est favorisé? Ce que je sais, moi, c'est que quand on fait application pour avoir des projets de recherche pour étudier ces problèmes-là, au gouvernement fédéral, nos chances d'avoir de l'argent sont extrêmement réduites. Donc, l'information qui nous vient de par le monde, qui dit que ces ondes-là sont biologiquement actives, et c'est quelque chose que je vois dans mon laboratoire à tous les jours sur des cellules humaines. Cette information-là a été recueillie, en quelque sorte, malgré certains gouvernements, par des recherches conduites dans des universités, par des individus qui étaient impartiaux. Il n'y a personne ici qui veut détruire l'industrie des télécommunications, et la vérité, c'est que les télécommunications, même Wi-Fi, pourraient être faites de manière beaucoup plus sécuritaire que ce qui est fait aujourd'hui. Et une chose que vous ne comprenez pas, peut-être parce que vous n'avez pas d'expérience directe de ce phénomène-là, c'est que les ingénieurs qui font la conception de ces systèmes-là sont absolument ignorants de tout ce qui est santé et de tout ce qui est biologique. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont installé un standard extrêmement permissif qui leur donne les mains libres pour déployer tout ce qu'ils veulent. À mon sens, la technique du Wi-Fi dans une école n'a pas sa place. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'institutions à travers le monde qui pensent exactement la même chose. Donc, je vous laisse ces documents-là. Des deux bouts du monde, des États-Unis et de l'URSS, qui expliquent plus ou moins la logique de cette pensée-là. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Merci beaucoup.